Bonsoir les amis et bienvenue sur Nuke TV, tonton de la nuit. Voilà, regardez, on est en pleine nuit avec les loups. Aouh, aouh. Alors, je pense qu'on est parti pour une vidéo un peu longue. Courageux et vaillants seront ceux qui la regarderont jusqu'au bout. Donc bienvenue pour une nouvelle chronique critique ciné. Merci à tous pour vos retours sur le premier petit épisode de ce format. J'ai dit que j'en ferais pas très souvent, mais hier j'ai vu un film. Il faut absolument que je vous en parle parce que ça m'évoque mais plein de trucs. Il s'agit donc d'un film qui s'appelle L'Angle Mort. Alors, je suis très partagé, je peux pas décemment vous conseiller ce film, et en même temps, j'ai envie de vous dire, putain, mais ça change tellement de ce qu'on a l'habitude de voir, et surtout que moi, il m'a emmené assez loin, ce film. Il m'a fait passer par plein d'émotions, de sentiments. Alors, du cinéma français, donc je vous lance un défi, voilà. Si vous le sentez, si vous avez du temps à perdre, allez voir ce film. Mais je peux pas vous garantir que ça va vous plaire. Je peux même quasi vous assurer que ça va vous vénérer et vous faire chier. Ok ? Si vous aimez le cinéma français, vous serez peut-être un petit peu plus sensible. Et je pense que ce film, il hérite aussi de plein de problèmes du cinéma français dont on va parler. Moi, pour le coup, au début du film, j'ai adoré. Et puis très vite, je me suis fait chier. Et ensuite, je me suis vraiment demandé ce qu'il essayait de me raconter. Et puis à la fin, j'étais grave dégoûté. J'étais en colère, j'avais envie de tout péter. En pensant avoir perdu mon temps. Et puis, quelques heures plus tard, quand même, je me suis dit, putain de film, mais de merde, mais qu'est-ce qu'il essaye de me raconter ? Et puis j'ai commencé à réfléchir. Puis là, j'ai compris des choses. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le film, il m'avait donné plein de choses, quoi. Et surtout, il avait laissé une empreinte. Et c'est intéressant ça. C'est intéressant parce que ça m'avait fait le cas avec Un Prophète. J'avais pas trop aimé. Quand le générique de fin est arrivé, je me suis dit, oh putain, je me suis grave fait chier. J'ai rien capté. Et puis en fait, des jours et des jours après, j'y repensais encore. Je me suis dit, ah quand même, putain de film. Il m'a laissé une putain d'empreinte. Il m'a bouleversé. Il m'a un petit peu... Justement, il m'a un peu désarçonné, quoi. Il m'a fait bouger du confort dans lequel je voulais qu'il me mette, quoi. Donc pour L'Angle Mort, je me suis rendu compte que j'étais passé à côté du propos, justement parce que j'attendais du film qui m'explique son propos, qui me prenne par la main, qu'il me divertisse, et qui concorde un petit peu à la conception que j'ai du cinéma. Mais non, en fait, il va pas dans ce sens-là, le film. Et en fait, du coup, je me suis dit, mais en fait, ce film, il pose la question de l'art, au final, l'art. Ah, on va parler de l'art. Bah oui, l'art, ça plaît pas forcément, et je pense vraiment que c'est pas forcément fait pour plaire déjà, et ça demande beaucoup d'efforts aux spectateurs, l'art. Quand on va au théâtre ou au musée par exemple, on est un petit peu obligé de donner de sa personne pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'on a sous les yeux, et de s'interroger du pourquoi, du comment, et puis en fait on n'est plus du tout habitué à ça dans cette société avec tout ce qu'on consomme, quoi. Aujourd'hui on consomme. On n'est plus spectateur, on est consommateur, vraiment. Et je pense que L'Angle Mort, ce film, il m'a un peu rappelé ça, quoi. Parce que oui, l'art, c'est pas nécessairement fait pour plaire. Donc l'art, il est là pour questionner, suggérer. Je lis mes petites notes en même temps. Remettre en question, apporter une réflexion dans les deux sens du terme, c'est-à-dire à la fois un reflet à la société qui vient voir l'œuvre. Et puis aussi une réflexion, c'est-à-dire une matière à réfléchir. Il est là pour témoigner, laisser une trace, ou parfois l'art c'est juste une expérimentation. Moi j'ai eu la chance aussi de faire partie de projets de théâtre contemporain, où on se considérait plus comme des chercheurs, où on expérimentait des choses, essayer de trouver des nouvelles formes, plutôt que d'aller en terrain connu, voilà. Aller plus en terre inconnue
qu'en terrain connu. Mais donc, le but de l'art n'est pas forcément, enfin son but premier, c'est pas forcément de divertir, d'amuser ou de plaire. Hein. Après, on va pas se mentir, c'est bien aussi quand il y arrive. Et moi, je suis convaincu aussi que parfois, pour faire passer et pour faire réfléchir les gens et faire passer les meilleurs messages, parfois aussi, c'est de les intéresser en les amusant et en essayant de capter leur attention. Alors, je vous ai trouvé deux petites citations comme ça. Bartabas, hein, fameux cavalier qui disait « Un artiste n'est pas un ouvrier. Non, un artiste n'est pas un ouvrier du divertissement qui compte ses heures, il se consume au feu de sa passion. » Ah, c'est beau. Et puis on a Blaise Pascal hein, qui disait la seule chose qui nous console de nos misères est le divertissement, et c'est pourtant la plus grande de nos misères. Ah, belle... oui, pourquoi pas Blaise Pascal. Hein. Bon, après, Blaise Pascal, il est mort à 39 ans de tuberculose et d'un cancer de l'estomac. Je suis sûr que pendant qu'il crachait son sang en se tordant de douleur, si on lui avait reposé la question, il aurait été peut-être un petit peu plus mitigé sur la plus grande de nos misères, quoi. Hein. Ah non, la plus grande de nos misères, c'est quand on crache nos tripes. Quoi qu'il en soit, le divertissement, hein, c'est bien, mais sur YouTube, on a tendance à trop tirer ou à condamner sur les choses qui n'en sont pas. Alors que parfois, c'est justement ces choses-là qui nous veulent du bien. C'est un petit peu la réflexion de tonton. Je vous la donne, c'est cadeau. Et oui, aujourd'hui, on a tendance à se moquer beaucoup de l'art ou à très vite penser que c'est élitiste ou totalement délirant. Mais moi, je pense sincèrement que l'art, c'est un cadeau, c'est un don, hein. Et c'est bien hein, de connaître la démarche d'un artiste pour comprendre son œuvre, mais une œuvre d'art, une fois qu'elle est créée, elle appartient plus à l'artiste qui l'a créée, elle appartient justement au public, et libre à lui, au public ensuite, hein, d'y voir ce qu'il veut y voir, d'y comprendre ce qu'il veut y comprendre, d'aduler, de détester ou d'ignorer, voilà, une œuvre d'art. Et ça, on a récemment vu ça avec l'emballage de l'Arc de Triomphe. Hein, et tout ce que ça a provoqué. Et c'est marrant parce que la polémique fait partie justement du but de l'œuvre d'art, de créer, de déranger, de créer la polémique, de s'interroger, que les gens ils se posent des questions. Après, on a entendu des grosses conneries aussi. Alors je vous renvoie à la vidéo d'Anna Génocide qui a fait une super vidéo là-dessus pour un petit peu décoder tout ça et surtout parler du fait, parce qu'il y a certaines personnes de droite qui ont dit qu'on voulait voiler l'histoire de France en emballant l'Arc de Triomphe. Alors là, pour le coup, je suis pas du tout d'accord avec ça, et comme l'a très justement dit Anna Génocide, non, au contraire, on l'emballe comme un cadeau, et justement, le cacher pour mieux le faire apparaître, et pas disparaître, justement. Enfin bon, voilà. Mais ce qu'on a vu, c'est que beaucoup de gens ont trouvé ça élitiste, et on remis sur le tapis cette question que l'art est élitiste, est nébuleux, et fermé, alors que pour le coup, bah justement, là, l'art, il est dans la rue, et c'était avant tout une invitation hein, au public, un cadeau, voilà, une invitation à venir voir un petit peu tout ça, mais voilà, allez voir la vidéo d'Anna Génocide pour mieux comprendre la démarche de Christo. Enfin voilà, je vais digresser beaucoup dans cette vidéo, vous allez voir, ça va être du grand n'importe quoi, accrochez-vous. Voilà, oui, alors bon, tout ça pour dire qu'il y a des choses qui demandent un effort de la part du spectateur, hein, et je pense que dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, c'est plus dur qu'avant, et le film, là, L'Angle Mort, il m'a fait me rendre compte à moi aussi, que moi aussi, j'avais aujourd'hui un peu plus de mal à faire l'effort d'essayer de comprendre une œuvre, d'essayer de donner du crédit à quelque chose qui me brosse pas dans le sens du poil, qui ne va pas là où je m'attendais qu'il aille, et puis surtout que j'attendais d'un film qui rentre dans un sérail hein, pour me plaire, et si ça avait été une pièce de théâtre ou un tableau, eh ben j'aurais peut-être été un petit peu plus ouvert, un petit peu moins critique et un petit peu moins en colère à la fin. Mais bon, en fait je vous dis tout ça et au final je suis pas sûr, ça se trouve c'est un gros film de merde. C'est ce que j'ai pensé au tout début, et puis après je me suis dit quand même, c'est peut-être moi le con. Donc voilà, donc je vous dis, donc L'Angle Mort, je peux pas décemment vous conseiller ce film, mais si certains relèvent le défi d'aller le voir et souhaitent en parler ensuite, j'en serais vraiment ravi. On en parle en commentaire, je sais pas, on s'appelle, enfin voilà, bon après, hein, ça reste un petit film, hein, c'est pas non plus un truc de ouf, quoi.
Mais bon. Alors, première bonne nouvelle de ce film quand même, c'est qu'il y a des copains qui jouent dedans. Des copains. Et ça fait super plaisir de voir les copains. Hein, quand même, déjà. Donc oui, alors parce que moi j'étais comédien, j'ai eu l'occasion, j'ai quand même des gens assez connus là avec qui j'ai eu l'occasion de côtoyer. Et c'est super cool. Par exemple, Reda Kateb, alors il joue pas dans le film, hein, mais Reda Kateb, pour le coup, j'étais à la fac avec lui. On a été assez proches pendant un moment. Et ça fait super plaisir. Alors là, pour le coup, quel acteur Reda Kateb, putain. Les acteurs français, je suis pas toujours... voilà, mais Reda Kateb, lui, pour le coup, pour moi, c'est peut-être le meilleur acteur français du moment. Alors, je dis proche, mais en fait... Je dis proche parce que quand on est comédien, mais je pense que c'est peut-être ça dans beaucoup de travail, mais quand on est comédien, on partage des émotions, quand on donne la réplique à quelqu'un, quand on joue une pièce ensemble, et puis on est obligé de faire connaissance très vite. Hein, on travaille avec l'humain, donc on devient très proche très vite, et on s'aime plus souvent qu'on ne se déteste. Et donc voilà, quand on joue avec quelqu'un, on est très proche de cette personne très rapidement. Et puis après... Quand la pièce s'arrête, c'est comme quand un bateau rentre au port, on se voit plus, on se sépare, mais on s'oublie jamais. Et on garde une trace de cette proximité qu'on a eue avec telle ou telle personne, quoi. Donc, oui, j'ai eu l'occasion de connaître Reda Kateb, puis plein d'autres gens, surtout dans les milieux du comics ces dernières années, on en reparlera. Mais donc, dans l'angle mort, le personnage principal est joué par Jean-Christophe Folly. Et Jean-Christophe Folly... putain d'acteur, les amis. Alors moi j'ai joué avec lui dans une pièce qui s'appelait Falstaff, qui était l'adaptation d'Henri IV de Shakespeare par un auteur contemporain qui s'appelle Valère Novarina. Si vous connaissez Valère Novarina, dites-le moi en commentaire, ça va me faire marrer de ouf. Mais bon, ça vous parlera peut-être pas. En tout cas, donc c'était une adaptation, mais assez fidèle. Hein. C'était du Shakespeare, quoi. C'était plus une condensation, traduction de Henri IV. Qui était axé sur le personnage de Falstaff, qui est un personnage magnifique de Shakespeare, qu'on retrouve dans 2 pièces de Shakespeare, je crois. Et donc Jean-Christophe Folly jouait, il me semble, qu'il jouait un méchant, je crois, oui. Et il avait une scène avec le prince, avec Henri IV, je crois. Et donc, petite anecdote, il avait une scène où il s'énervait comme ça, l'autre était en train de le chauffer, et lui il était à l'avant-scène comme ça, et puis... il avait trouvé ce mouvement là qu'il faisait avec ses poings là comme ça, il faisait comme ça là, comme ça, et donc il faisait ça assez régulièrement, quasi tous les soirs. Et puis en fait un soir, en pleine représentation, il fait ça, et le mec se déboîte l'épaule comme ça en direct devant le public, et énorme. Et en fait là, tous les spectateurs, je sais pas, c'était une grande salle, je pense qu'il y avait 500, 700 personnes, les mecs ont fait parce qu'ils on a tous entendu le clac. Même moi j'étais en coulisses, je l'ai entendu clac. Le mec s'est déboîté l'épaule. Il a dû faire une tête de merde, il était à l'avant-scène, moi je l'ai pas vu, mais il a dû bien crisper la gueule, mais il est resté imperturbable, il a fini sa scène. Il est sorti, et là par contre quand il est sorti, putain, il était pas bien le bonhomme. Ah putain, Jean-Christophe, qu'est-ce qu'on s'est marré. Et donc du coup, énorme, parce que pendant l'entracte, il y a eu un entracte, donc très vite, on lui a, je sais plus qui, mais quelqu'un de l'équipe lui a remis l'épaule en place, il a bien douillé, on lui a fait un bandage et tout pour bien lui maintenir l'épaule et le bras, et pendant l'entracte, le mec a dû répéter parce qu'il avait un combat à l'épée qui arrivait au 2e acte, enfin ou à l'acte suivant, et donc il a dû avec son partenaire réinventer un combat à l'épée, et le mec avait quand même, c'était un combat de ouf, il l'avait bossé avec un des, je sais plus comment on dit, mais un épéiste du conservatoire qui était venu spécialement nous donner des cours d'épée, de cascade et tout, et donc il a dû tout revoir sa scène en se battant avec la main gauche, voilà, en tenant l'épée de la main gauche, quoi. Absolument ouf. Et il y a des moments en plus où il faisait des roulades. Putain, le mec il a douillé sa mère. Mais c'est génial, c'est pour ça que j'adore le théâtre, parce que je pourrais peut-être faire une vidéo spéciale, mais
j'ai des anecdotes comme ça de plein de choses qui... Le théâtre, ça devient génial quand ça barre en couille. Parce que là, tout ce que t'as répété, tout s'effondre, et là, c'est là que ça commence. C'est là que ça devient marrant. C'est un peu comme le jeu vidéo, quoi. C'est quand il y a un bug que parfois, ça devient génial. Et puis, alors donc, Jean-Christophe Folly, super pote, super acteur, donc personnage principal du film L'Angle Mort, et puis il y a aussi Claudia Tagbo. Alors Claudia Tagbo, là je peux dire qu'on a été super proches, on a passé toutes nos années de fac ensemble, hein. On est arrivé la même année à la fac, en 95, et puis on a été vraiment, c'est comme une sœur, hein, alors on s'est un peu perdu de vue forcément, surtout depuis qu'elle est connue, mais on a été, voilà, c'est très émouvant parce que c'est quelqu'un qui a énormément compté pour moi. Elle m'a toujours considéré comme un petit frère et moi, elle, comme une grande sœur, quoi. Donc, Claudia, ce qu'il faut savoir, alors anecdote aussi, Claudia Tagbo, elle faisait le twerk en 95, hein, bien avant que toutes les pétasses agitent leurs boules sur TikTok et compagnie, quoi. En fait, Claudia est née en Côte d'Ivoire. Et voilà, elle a grandi un petit peu en France aussi, hein. Elle est très vite arrivée en France, je crois. Mais surtout, quand on était à la fac, elle a apporté tout son bagage culturel. Et c'est vrai que ça comptait énormément dans des cours de théâtre, d'expression corporelle. Elle était là. En plus, elle a une voix magnifique. Elle nous donnait des cours de chant, elle nous a donné des cours de danse. Enfin, Claudia, parce qu'à la fac, parfois, les élèves donnent des cours aussi. Et elle est d'une richesse terrible. Et puis, en fait, pour délirer, elle nous faisait la danse du cul. On appelait ça le ventilateur. Elle faisait le ventilateur avec son boule. Et en fait, c'était du twerk avant l'heure, quoi. Et donc, moi, après, quand le twerk est arrivé, je me suis dit, putain, c'est marrant parce que Claudia, moi, je connais ça, Claudia le faisait. Et j'en ai déjà parlé dans un épisode des Nuke News, mais oui, le twerk, c'est une danse tribale, donc pas étonnant, hein, ça vient d'une danse tribale, donc... à la base, si c'est quand même, je crois que si c'est sexuel, hein, à la base, enfin je sais plus, mais voilà, elle nous faisait ça nous faisait mourir de rire, et en même temps, elle nous montrait qu'avec le corps qu'elle a, Claudia, putain, mais c'est ça la magie des danseurs, c'est d'arriver aussi à tout bouger indépendamment toutes les parties de leur corps. Moi je trouve ça hallucinant, quoi. Alors Claudia Tagbo, moi je suis pas toujours fan de ce qu'elle fait au ciné, hein, après, je suis très content pour elle de la carrière qu'elle a, hein. On a eu des bonnes années, des petits moments de galère, notamment une année, je me souviens, on était déprimés, on voulait arrêter le métier et tout. Et puis elle a trouvé un agent, elle a commencé à faire du cinéma. Et puis après, elle s'est retrouvée avec Arthur. Et puis après, la carrière qu'on lui connaît. Alors moi, je suis pas toujours fan au cinéma. Je trouve que c'est avant tout une actrice de théâtre. Et au cinéma, la caméra est parfois ingrate. Moi aussi, je me suis jamais trop trouvé bon, hein, devant la caméra. Mais là, pour le coup, dans L'Angle Mort, Claudia Tagbo, elle est très bien. On la voit pas beaucoup, mais elle est parfaite. Et ce qui est intéressant, et pourquoi les acteurs sont bons dans ce film-là et moins dans d'autres cinémas français, et ben là, c'est parce qu'ils se parlent, quoi. Ça se parle. Et souvent, au cinéma, on a des acteurs qui débitent de la réplique, mais ils oublient de s'écouter et de se parler, quoi. Et c'est ça, hein. Au théâtre, on se parle aussi beaucoup. Je vais pas trop parler de ça, mais bon. Alors, il y a Isabelle Carré aussi. Très bien, super, hein. Un peu chiante comme d'hab, mais vachement bien, quoi. Et puis, révélation dans L'Angle Mort. Les amis, si vous devez voir ce film, au moins, allez-y pour ce mec-là. C'est Sami Améziane. Sami Améziane, vous le connaissez sûrement, puisque c'est le comte de Boudherbala. C'est le mec, vous savez, s'il fait du stand-up. Et alors là, révélation, putain, mais quel acteur! Mais lui, il m'a mis une claquos, mais putain de merde! Mais je m'attendais pas du tout à ça, quoi. Alors, je l'ai pas reconnu au début, je me suis dit, mais attends, mais ce mec est génial! Et après, je me suis dit, putain, c'est marrant, sa tête me dit quelque chose, quoi. Et là, quand je l'ai reconnu, j'ai fait, oh my god! Le comte de Boudherbala, quoi. Mais qui l'eût cru, quoi? Il a un rôle hyper dramatique, il est à fond dedans. Et puis voilà, pour moi là, je me suis dit putain, c'est l'anti-Alban Ivanov, quoi. Alors oui, parce que je suis pas très fan d'Alban Ivanov. Enfin, pas tout le temps, mais enfin non, le plus souvent je suis pas fan. Mais pour moi voilà, il y a, vous voyez, les comédiens français, vous voyez, le comte de Boudherbala, ce qu'il fait dans L'Angle Mort, et Alban Ivanov. C'est le jour et la nuit, quoi. En fait, Alban Ivanov, la plupart du temps, je l'aime pas. Mais de temps en temps, il peut être génial. J'ai beaucoup aimé. Je l'ai vu dans Le Grand Bain avec Benoît Poelvoort, avec Jean-Hugues Anglade, avec Philippe Catherine, qui est excellent aussi.
Le Grand Bain, excellent ce film. Putain, ça c'est une putain de comédie française. Alors, moi je suis pas du tout fan du cinéma français, ça m'a gavé, que ce soit les espèces de psychodrames psychologiques de mes couilles là, enfin qui racontent un peu toujours la même chose, mais ça d'autres en parlent mieux que moi, et ou alors les comédies, putain les comédies françaises, mais à dégueuler quoi, je peux plus blairer les comédies françaises. Et en fait il y a un problème, c'est que les comédies françaises aujourd'hui c'est dégueulasse, ça s'adresse à... Mais t'as l'impression qu'ils nous prennent pour des porcs, quoi. Allez manger notre merde. C'est encore pire que YouTube, quoi. Les comédies françaises, je pense qu'on a perdu un truc dans la comédie française. C'est-à-dire que pour moi, une comédie, ça doit être joué comme un drame. Et c'est justement le film Le Grand Bain, pour moi, il est génial. Et à mourir de rire. Franchement, je me suis pissé dessus parce que il est avant tout joué premier degré comme un drame. Voilà. Et c'est aussi ce qui me plaît beaucoup dans Kaamelott, la série. Vous voyez, les acteurs, ils sont pas là à faire du surjeu, à faire... Non. Ils jouent premier degré. Et d'ailleurs, Alexandre Astier, il a réussi à faire des acteurs que je trouvais, moi, pas terribles, moyens, qui faisaient beaucoup ce qu'ils savent faire, quoi. Et puis dans Kaamelott, d'un coup, il a réussi à les emmener ailleurs. Et il leur a fait faire des choses hallucinantes. Il a même, je crois, donné à certains acteurs... les meilleurs rôles qu'ils aient pu avoir dans leur vie, quoi. Voilà. Et ça s'est perdu parce qu'aujourd'hui, la comédie française, l'acteur, il surjoue. Mireille, j'en parle beaucoup sur sa chaîne, je suis tellement d'accord avec lui, putain. Et on a pris le mauvais des comédies qui ont marché à l'époque, hein. Vous voyez, Le Père Noël est une ordure. Enfin, je suis pas hyper fan, mais bon, c'est quand même très bien. Mais on a retenu les mauvais trucs du Père Noël est une ordure. Parce qu'en vrai, quand tu revois la pièce, le film, plus la pièce, les mecs jouent premier degré. C'est ce qui marche. Enfin, Christian Clavier dans Le Père Noël est une ordure, c'est le meilleur rôle de sa putain de vie. Il est exceptionnel. Le mec joue un drame. Il est bouleversant. Mais il a pas pleuré, quoi. Et pourtant, Dieu sait que j'aime pas Christian Clavier, mais dans Le Père Noël est une ordure, il est exceptionnel. Gérard Jugnot, même s'il a cette façon un petit peu de parler, un petit peu extraverti et tout, dans Le Père Noël est une ordure, le mec, il est à fond au premier degré, il joue son drame, il est moins bouleversant, mais il est quand même... enfin voilà, c'est pas Gérard Jugnot, c'est autre chose, hein, vous voyez. Qu'est-ce qu'on... Bon, enfin voilà, après, je digresse, mais voilà, vous voyez, c'est le problème, c'est que voilà... le comte de Boudherbala, là, Sami Améziane dans L'Angle Mort, bah c'est plus lui, en fait, c'est autre chose. Le mec est totalement au service de son personnage. Et le problème d'Alban Ivanov, dans Le Grand Bain, bah il est génial. Dans Le Sens de la Fête, il est absolument génial. Mais la plupart du temps, bah moi je vois Alban Ivanov, je vois pas un acteur, quoi. Il nous fait ce qu'il sait faire. Et je trouve que son jeu, bah il est un peu comme lui, l'impression qu'il m'avait laissé, qui est peut-être une fausse impression, ou c'était peut-être à un moment, on était plus jeunes, mais moi, la fois où je l'avais croisé, je l'avais trouvé très prétentieux, et je trouve que bah, dans son jeu, ça se ressent, je le trouve prétentieux. Après, Alban Ivanov, c'est pas le pire, c'est vraiment pas le pire, il y a vraiment pire que lui, mais vous voyez, être acteur, c'est avant tout vouloir disparaître, et pas apparaître. Ça, c'est ce que je pense profondément, et pour moi, ça fait toute la différence. Et surtout au cinéma, et dans le cinéma français d'aujourd'hui, il y a des acteurs qui s'effacent, et il y a des acteurs, par contre, c'est nombriliste, c'est égocentrique, c'est eux. Alors parfois, c'est ce qu'on leur demande de faire, mais c'est ce qui me gave le plus possible, vous voyez. Oui, parce que la comédie, hein, je reviens là-dessus, mais moi j'ai joué pas mal de vaudeville, j'ai joué du Feydeau, du Courteline, et en fait, quand tu étudies la vie de ces mecs-là, putain, mais les mecs, c'était des dépressifs de ouf, quoi. Putain, les gars, mais Feydeau, c'était un homosexuel refoulé qui passait son temps dans les soirées mondaines à l'écart, à regarder les gens, et il écrivait, là, pour dépeindre la société dégueulasse qu'il avait devant lui, là, où tout le monde se mentait, où tout le monde avait un masque, où tout le monde jouait un rôle. Et en fait, Feydeau, il était aigri comme pas possible. Et le boulevard, enfin, le boulevard, le vaudeville, en tout cas, c'est quelque chose qui doit avant tout être joué comme un drame. Et c'est là où l'humour, où le rire, il arrive, et le rire, il est presque nerveux. Et on ne doit pas le provoquer, le rire. Il doit venir comme une surprise. C'est ça que les gens ont perdu, quoi. C'est dommage, quoi. Le but du théâtre, hein, c'est... Je voulais en parler avant, puis j'ai oublié, mais le but du théâtre,
c'est pour ça que j'ai toujours adoré le théâtre. Le but du théâtre, c'est d'aller interroger l'homme. C'est d'offrir au spectateur, justement, un miroir de sa triste condition d'homme. Et puis qu'il puisse aussi se remettre en question en tant qu'homme et aussi en tant que spectateur parfois. Et c'est là où il y a plein de niveaux de narration différents, quoi. C'est assez génial. Il y a plein de choses qui me viennent. Je vous livre tout ça en bloc. Hein. Voilà. On en a 25 minutes de vidéo, mais bon, on y va, on continue. Par exemple, vous voyez, moi, le stand-up, je suis moins fan du stand-up. Et je vois bien les stand-uppers. Il y a à la fois un truc génial chez eux qui est cette espèce de grande sincérité où ils doivent se... Il y a aucun jeu, aucune fabrication. On doit être dans la sincérité la plus totale. Mais pour dire de la merde la plupart du temps, même si c'est des choses très drôles, mais du mensonge. Et en fait, c'est des grands menteurs, ces gars-là. Et puis en plus, ils font croire qu'ils sont géniaux, qu'ils sont très drôles. Moi, je les connais en privé. C'est les pires des névrosés, les mecs. Il n'y a pas plus triste qu'un stand-upper, putain. En plus, ils sont tous là à savoir qui a volé ma vanne. Enfin bon, non, ils sont d'une tristesse terrible. Mais c'est un peu ça, le stand-up. C'est de la psychothérapie en public. Les mecs viennent vous exposer leur névrose et ça vous fait rire. Mais je trouve ça un peu pauvre, et surtout ce qui me dérange, c'est que les mecs savent pas ce qui les motive en fait, ne savent pas ce qu'ils foutent sur le plateau. La plupart du temps, ils font ça pour la gloire, ils ont une démarche très égocentrique, mais je casse pas du sucre, hein, c'est vraiment une discipline que j'apprécie beaucoup, mais pour moi, le génie de l'acteur, justement, parce que l'acteur, il est dans le don de soi, et surtout l'acteur... Lui, il vient mentir, il vient raconter des choses fausses. Donc il est derrière ce personnage, il doit traverser des émotions que parfois il connaît pas, mais il doit trouver en lui, dans son corps, le chemin pour que l'émotion soit vraie. Et qu'il soit, lui, dans la plus grande sincérité. Et justement, en faisant ça, eh ben, il doit remettre en question l'homme, savoir comment ça fonctionne, et toujours être comme ça dans cette espèce de recherche, de remise en question de l'humain, de savoir qu'est-ce qui nous meut, qu'est-ce qui nous agit, qu'est-ce qui se passe là-dedans, hein. Et ça, pour moi, c'est super génial. Je sais pas si je fais bien de l'opposer au stand-upper. Bon, allez, on avance, parce qu'on va jamais parler de ce putain de film. Donc, le Comte du Boudherbala, génial. Mieux qu'Alban Ivanov. Je dis ça, mais bon, il est pas... voilà, c'est pas le pire. Donc, alors, l'angle mort. Vous savez ce que c'est, l'angle mort ? C'est le truc qu'on voit pas dans son rétro, en fait. C'est un truc, quand on est en voiture, c'est un truc... Quand une voiture est là, on dit qu'elle est dans l'angle mort parce qu'elle apparaît pas dans le rétro. Il faut tourner la tête pour pouvoir la voir. Donc, c'est un endroit invisible, en fait. Et ça tombe bien, puisque le film L'angle mort parle d'un homme qui a le pouvoir d'être invisible. Alors, le film est écrit et réalisé par Patrick Mario Bernard et Pierre Trividic, un breton, qui ont fait un autre film qui a pas mal fait sensation, qui s'appelle L'autre, que je n'ai pas vu. Alors, le vrai point fort du film, c'est avant tout son style, et putain, ça fait super plaisir de voir du cinéma français comme ça. Alors, déjà, le format, c'est du 1.33, c'est plutôt bien, enfin c'est pas mal, en tout cas ça donne un style. Je sais pas si c'est vraiment justifié par la narration, mais ils ont voulu faire ça en 1.33, c'est couillu. La musique, exceptionnelle, la musique du film est génialissime. Ça commence d'ailleurs en musique, tout au début du film, et alors, t'as l'impression d'être à New York, dans un film de Blaxploitation, c'est absolument ouf. Et la réalisation est plutôt pas mal, avec caméra à épaule comme ça, même si, en y repensant, je me dis que la réalisation, bah pareil, elle est trop modeste. Parfois, on a l'impression qu'ils se retiennent de faire justement quelque chose de spectaculaire. Et là, pour le coup, on aurait eu besoin à certains moments d'avoir des bons plans larges, d'avoir des choses un peu plus stylisées, quoi. Mais bon, on va dire pour du cinéma français, au moins ça bouge, ça suit l'acteur, ça voilà, c'est plutôt intéressant. Ouais, il y a des fois ça panote un peu, comme ça fait apparaître des choses qu'on n'avait pas vues, surtout que bah, lui est invisible, donc des fois il est obligé de se planquer, non pas pour pas qu'on le voit, mais pour pas qu'on le percute, et c'est intéressant, mais je pense qu'ils auraient vachement plus joué avec ça, et le gros point fort du film,
pour moi, c'est la photographie, c'est l'image. Le travail sur l'image est génial. Et putain, ce que ça fait plaisir pour un film français d'avoir un film qui est éclairé comme ça et qui est travaillé comme ça. Voilà, c'est génial. Je sais pas, c'est une question d'étalonnage. En tout cas, alors c'est sombre, mais c'est parfait. Et d'un coup, bah voilà, on se dit pas tiens, on est en France. Même si ici on est à Paris, il pleut. Alors il y a la pluie aussi comme ça, il y a une ambiance. J'adore l'ambiance de ce film. Le directeur de la photographie s'appelle Jonathan Rigbourg. Je connais pas du tout. Il a travaillé un peu partout. Il travaille pas que en France. Le seul truc dans lequel il a bossé qui m'évoque quelque chose vaguement, qui est sorti au cinéma il y a pas longtemps, c'est Tijuana Bible. Il est directeur de la photo, donc sur ce film-là aussi. En tout cas, bon, j'ai lu des critiques qui ont dit que le film était trop sombre, c'est noir, c'est pas beau. Moi, j'ai trouvé ça génial. Si plus de films français pouvaient ressembler à celui-là, je pense qu'on gagnerait un petit peu en qualité, hein, parce que putain, les films français, des fois, les éclairages, c'est tellement plat. Moi, je suis pas fan. Plan fixe, éclairage de merde. J'aime pas, quoi. Donc, que nous raconte le film L'Angle Mort? Il nous raconte l'histoire de Dominique Brassant, joué par Jean-Christophe Folly, qui a le pouvoir de se rendre invisible, mais le cache comme un secret vaguement honteux qu'il dissimule même à sa fiancée. Enfin, à sa meuf, jouée par Isabelle Carré. Et là, alors attention, parce que justement, le problème, c'est que déjà, moi j'ai lu des pitchs du film qui étaient totalement faux. Là, on nous dit, c'est le pitch que j'ai trouvé sur Allociné, je crois, qui dit un jour, le pouvoir échappe à son contrôle en bouleversant sa vie, ses amitiés, ses amours. Non, c'est pas vrai. J'ai lu aussi des pitchs qui disaient que le mec avait le pouvoir de se rendre invisible, puis un jour, il perd son pouvoir. Non, ce n'est pas le cas. Le film ne raconte pas ça, du tout. Donc moi, je vais vous faire un autre résumé. Donc là, si vous voulez aller voir le film, allez-y, parce qu'on va spoiler comme des enculés, ok ? C'est parti. Donc, en fait, très vite, on se rend compte que ce mec, il s'empêche de vivre. Il a ce pouvoir-là, il en a un peu rien à foutre, il sait pas trop ce qu'il doit en faire, il n'en a jamais trop fait de choses intéressantes à part mater sa voisine. Mais en fait, on s'aperçoit que c'est un mec qui a une vie sociale déplorable, qui n'ose pas s'avouer à lui-même qu'il est en couple avec Isabelle Carré, quoi. Et même sa vie professionnelle, c'est un mec qui fait des cartons, il travaille pour Woodbrass, donc pareil, ça va avec la musique du film, donc il emballe des guitares, mais il travaille dans un sous-sol, il emballe des cartons, c'est quelqu'un qui est très discret, donc qui en plus d'avoir le pouvoir d'être invisible, fait tout pour être invisible aussi dans sa vie, quoi. Et c'est là où j'aurais dû tilter, en fait, que c'est pas un film sur le pouvoir d'être invisible, c'est pas du tout un film de science-fiction, on en reparle après. Alors il va se rendre compte qu'il n'est pas tout seul à avoir ce pouvoir-là, il y a d'autres gens que lui qui ont l'air d'avoir aussi cette capacité, et il y a d'autres gens invisibles qui, eux, ont pour passe-temps de pousser les gens sur les rails du métro. Alors là, on se dit que ça va avoir une importance, que peut-être le personnage principal va essayer de découvrir qui sont ces gens qui suicident de force les autres, et en fait, non, pas du tout, en fait, voilà, il en a rien à foutre. Il y a un ancien ami à lui, donc qui est joué par le comte de Boudherbala, qui a le même pouvoir et qui va le recontacter, parce que lui, justement, commence à perdre ce pouvoir-là, et ça le rend un peu ouf, quoi. Et donc il a à la fois du mal à devenir invisible, et une fois qu'il y arrive, il a du mal à redevenir visible. Donc il y a toujours cette peur aussi de rester invisible à vie, et ça c'est important aussi. Et comme ils disent, être invisible, eux, ils appellent ça être de l'autre côté, comme si on avait franchi une barrière, quoi. Donc son ami le recontacte, mais le personnage principal va passer son temps à l'éviter, pour finir par l'envoyer chier, et il ne le verra plus. What the fuck? Donc ça n'a aucune influence dans l'histoire, ni importance, on a l'impression que c'est gratuit, bon bref. Ensuite, donc, notre ami, personnage principal, donc comme il s'appelle déjà, Dominique, va délaisser sa copine Isabelle Carré parce qu'il va tomber amoureux, enfin, plus ou moins, mais il va être très attiré par une voisine à lui qui l'espionne un petit peu le soir, qui habite dans l'immeuble d'en face, et il est persuadé qu'elle est la seule à pouvoir le voir quand il est invisible. Et donc, du coup, il va avoir une aventure avec cette voisine aveugle, mais ça ne mènera nulle part. C'est génial.
Oh là, attendez, je vais allumer une clope. Et là, tu te dis, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils me racontent ça, putain? Et puis, bon, il reprend contact avec sa sœur, qui est jouée par Claudia Tagbo, et sa mère, qui est mourante, et il va même revoir son père, qui pouvait plus blairer. Et puis, il va finir par perdre totalement son pouvoir. Et voilà. Alors, la fin du film, hein, je vous dis, j'étais furax. Je me suis dit, mais putain de cinéma français de merde. Mais encore un truc psychologique, la prise de chou qui mène nulle part. C'est chiant à mourir. Ça va pas au bout de son propos. Ça lance des pistes auxquelles il ne répond pas. On comprend pas ce qu'animent les personnages. On a des dialogues insipides, des scènes d'une lenteur affolante, des personnages inutiles. On comprend que dalle. C'est anecdotique, laborieux. On souffre. Putain de merde. Putain de merde. Putain de merde. Ah putain. Alors... En plus, le truc qui fonctionne moyen, hein, franchement, c'est que le mec ne sait pas quoi faire de son pouvoir, quoi. Non, mais, et puis, même son pote, enfin, ils en font rien de constructif. Mais putain, mais donnez-moi le pouvoir d'invisibilité. Moi, je sais très bien ce que je vais en faire. Hein. Enfin, je me suis pas encore trop posé la question, mais moi, le truc auquel je pense direct, là, c'est la Brinks, là, tu vois. Ah, vas-y, j'attends que la porte de la Brinks, elle s'ouvre, là, tu vois. Ah, les mecs, ils ouvrent son camion, moi, je rentre dedans direct, hein, c'est bon. T'inquiète. Non, mais au moins, essayer aussi, voilà, de gagner de l'argent, quoi, tu vois. Au lieu de faire ils ont tous des vies de merde, quoi. Ils ont un pouvoir de ouf, ils ont tous des vies de merde, quoi. Et puis après, j'ai d'autres idées, mais bon, je peux pas vous les exposer, elles sont un petit peu perverses, quoi. En tout cas, crois-moi, donne-moi le pouvoir d'invisibilité, je vais m'éclater, hein. Donc ça, déjà, bon, c'est un peu, ouais, ça fonctionne pas trop, quoi. Et puis bon, il y a beaucoup de moments contemplatifs qui forcément n'aident pas le film à être intéressant, quoi. Donc justement, voilà, donc à la fin, je me suis dit, qu'est-ce qu'il essaie de me raconter, quoi. Et puis, d'un coup, je me suis dit, putain, mais en fait, ce truc d'invisibilité, il est traité comme si c'était une dépression. Et là, d'un coup, j'ai commencé à voir le film autrement, ok? Et là, je me suis dit, ah putain, mais non, en fait, c'est une métaphore de la dépression. Mais oui, putain. Alors, je sais pas si j'ai raison, mais je pense qu'on n'est pas loin de ça, quoi. En fait, le mec... Déjà, au départ, il contrôle pas forcément son pouvoir quand il était enfant. Il s'est retrouvé à être invisible et à voir son père couché avec une meuf. Donc forcément, ça l'a un peu traumatisé. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il aime pas son père. Son père est un baiser invétéré, ancien musicien aussi. Et c'est un des enjeux du film au final. Et ça, bah, il faut réfléchir pour le trouver, quoi. Donc déjà, le mec est un peu traumatisé. Et c'est aussi pour ça que bah, il considère ce pouvoir un peu comme une espèce de tare plutôt que comme un pouvoir, justement, quoi. Comme quelque chose de pas cool. Pour lui, il dit que ça le pousse à mater, quoi, à être un voyeur, et à parfois assister à des scènes ou à entendre des choses qu'il devrait pas entendre normalement, quoi. Et donc, du coup, le mec, bah, il est totalement déconnecté socialement, il a une vie de merde, il a un travail de merde où il vit bien planqué parce qu'il est dépressif, quoi. Et en plus, c'est intéressant parce que il y a des moments dans le film où il fait un truc avec la respiration comme ça pour devenir invisible, vous voyez. Ça, il essaye de le provoquer et comme ça, il peut devenir invisible. Et puis parfois, sa respiration s'emballe malgré lui alors qu'il est en train de faire un autre truc et il est obligé de très vite d'aller se cacher pour enlever ses vêtements. Et parce qu'il est en train de devenir invisible et ça, il le contrôle pas. Et c'est comme une crise d'anxiété, en fait. Hein? Ah ah! Et ça, je peux vous dire, j'en sais quelque chose, parce que j'en ai fait des crises d'anxiété. Et donc, ça te prend parfois, alors que t'es en train de faire totalement autre chose, et puis d'un coup, bah, ça tombe comme ça, comme un coup de massue, ta respiration s'emballe, et donc je pense que là, vraiment, on est dans la métaphore de la dépression, de l'anxiété, quoi. Alors oui, alors un truc que j'avais oublié, c'est qu'il passe son temps à poil, hein. Le mec, putain, Jean-Christophe, le mec passe son temps à poil. Si vous aimez les bites de noir, allez voir ce film, vous allez être gâtés, hein. Le mec... Putain, je sais pas, alors ça c'est par contre le gars, putain quelle performance, il est à poil quasi la moitié du film, il erre dans les rues de Paris, c'est assez ouf, quoi, parce qu'il est obligé d'être totalement nu, hein, pour être invisible, sinon forcément on le verrait, quoi. Donc bon, ça c'est assez marrant, mais en même temps je me dis putain faut le faire, hein, en tant qu'acteur, faut quand même le faire, quoi. Donc oui, donc c'est une métaphore de la dépression, et c'est pour ça que le mec est totalement reclus et il passe à côté de sa vie. Voilà, il arrive à la quarantaine là, et en fait il est en train de se rendre compte que bah, il est passé à côté de sa life. Et justement, en fait, c'est-à-dire qu'il va se débarrasser, et c'est pas qu'il perd son pouvoir, c'est que je pense qu'il fait le choix aussi de s'en débarrasser.
Et là où son pote, le comte de Boudherbala, qui vient le voir, et qui lui stresse parce qu'il est en train de le perdre, le pouvoir, lui il veut le garder le pouvoir, ok? Et justement, ce personnage-là, il a une vie très compliquée, il est obligé de s'occuper de sa mère malade, et lui il va totalement sombrer pour finir par rester invisible toute sa vie. C'est-à-dire qu'il va passer de l'autre côté et il va y rester. Et ça veut dire que lui, pour le coup, il sombre totalement dans la dépression, alors que le personnage principal, lui, pour le coup, il a combat cette dépression. Et justement, là aussi, où je me suis dit, bah tiens, parce que je me disais, bah tiens, mais les invisibles là, qui poussent les gens, qui suicident les gens de force, ils font pas des meurtres, ils poussent les gens sous le métro. Et la plupart du temps, c'est des clodos, enfin voilà, des gens qui vont déjà pas bien, donc c'est comme si un petit peu ils abrégeaient leur souffrance. Je pense que c'est des mecs qui, comme le pote du héros, ont sombré aussi totalement dans l'invisibilité, dans la dépression, et maintenant leur passe-temps c'est ça, c'est de suicider des gens quoi. Et donc du coup, là où je me disais putain mais ça mène à rien, mais en fait non, si, en fait ça nous donne des éléments pour comprendre tout ce qu'anime le personnage principal, et c'est là où j'ai trouvé ça génial. C'est-à-dire que oui, dans n'importe quel film américain, on aurait vu le héros qui aurait essayé de chercher qui étaient ces gens-là, et puis qui peut-être serait devenu justement celui qui sauve la population des méchants invisibles, quoi. Voilà. On a aussi un personnage intéressant d'un magicien qui a fait de la magie toute sa vie avec ce pouvoir-là, et c'est marrant parce qu'il dit « j'ai fait croire aux gens que j'utilisais une illusion alors que c'était de la vraie magie, quoi ». Et puis lui, il perd son pouvoir, mais par contre lui, c'est comme s'il se mettait un peu en retraite, il le vit très bien, et puis il fait autre chose. C'est plutôt intéressant, il fait du théâtre d'ailleurs je crois, donc ça c'est intéressant. Donc il y a des gens qui arrivent à en guérir, parce que c'est plus une maladie, et des gens qui sombrent totalement, qui se laissent aller là-dedans, et c'est intéressant, et c'est justement du coup le personnage principal va renouer avec sa mère, et puis sa mère elle est mourante, et puis il va aller la voir à l'hôpital, mais invisible, mais il va pouvoir lui toucher la main. Et c'est là qu'il va se rendre compte que son père est au chevet de sa mère. Et son père va chanter une chanson. C'est un moment bouleversant dans le film. Et je pense qu'à ce moment-là, il pardonne à son père. Et c'est ça aussi. Il accompagne sa mère dans la mort. Il pardonne à son père. Et il sort de la dépression. Et donc ce qui nous amène à la fin du film. Où donc du coup pareil. Pourquoi l'histoire avec la meuf aveugle ne marche pas ? Parce que c'est un peu comme si deux dépressifs essayent de se mettre ensemble, quoi. C'est un pansement sur deux blessures, et ça peut pas fonctionner. Il est persuadé, alors effectivement, l'aveugle, c'est la seule qui arrive un peu à sentir sa présence. Lui, il croit qu'elle le voit, mais en fait, elle le voit pas, elle le ressent. Et effectivement, ils ont un peu la même pathologie. Lui est invisible, lui, elle est aveugle. Bon, alors après, elle le vit très bien, justement, ça a développé plein d'autres choses dans sa vie. Et je pense que c'est ce qui l'aide, lui, à se dire que finalement, il peut guérir aussi, quoi. Mais du coup, l'histoire d'amour ne fonctionne pas. Et c'est là aussi où je comprends pourquoi, d'un coup, il va la voir une dernière fois, puis il la quitte, quoi. Et puis donc, et à la fin donc, du film, on retrouve notre personnage principal, qui a subi un petit traumatisme parce qu'il s'est pris un camion dans la gueule, parce qu'il errait nu dans la ville, et puis d'un coup il redevient visible, et puis il y a des gars qui commencent à l'emmerder parce que quand même il est à poil dans Paris, et puis il se prend un bus, et puis il tombe dans le coma, et puis après on a une ellipse, et là on a à la fin il a changé de métier. De toute façon, son métier, il avait tout fait foirer, il était plus ou moins viré. Alors, il est devenu épicier, il a repris l'épicerie du coin. Mais du coup, on sait que c'est un métier qui va lui demander d'être en contact avec des gens, de s'occuper un petit peu du quartier, parfois de gérer des choses un peu plus, des conflits, parce qu'il y a des mecs qui viennent foutre la merde, parfois qui viennent casser des bouteilles, qui viennent chourer des trucs, quoi. Donc on sent que le mec s'assume, il est sorti de la dépression, il se sent fort, il a racheté l'épicerie du coin, et puis il va retomber sur Isabelle Carré, totalement par hasard, et puis le film finit sur cet espoir que tous les deux, ils vont se remettre ensemble, et qu'il va enfin assumer, accepter l'idée de construire quelque chose et d'être amoureux. Et il est sorti de sa dépression, il a guéri des traumatismes d'enfance, il a pardonné à son père, il a accompagné sa mère dans la mort. Et il a renoué avec sa sœur.
Et donc, bah oui, c'est un drame psychologique. Mais contrairement à beaucoup de films français qui sont dans de la prise de chou, dans du dialogue interminable, là pour le coup, bah, il y a beaucoup de narration visuelle. Et puis justement, je trouve ça très malin de faire ça par l'intermédiaire de prendre un petit peu ce postulat de film science-fiction, enfin fantastique plutôt, pour en fait... et c'est un peu la force du cinéma français, et là je me dis ouais, quand même alors, c'est chiant, mais quand même les mecs sont doués et on sait faire ça en France, tu vois, et parfois on le fait bien et ça c'est cool. Il y a un truc par contre, je me suis dit putain, mais comme la réalisation où à des moments t'as envie qu'ils assument un peu plus, le personnage parfois, et Jean-Christophe Folly qui est un putain d'acteur, qui est un acteur de folie, j'ose le dire, à plein de moments il a des petits monologues comme ça. Et ça c'est dommage parce qu'on aurait aimé vraiment que ça arrive plus souvent et que le texte soit mieux écrit, parce que ces monologues sont pas... C'est des moments un petit peu poétiques, mais justement ça ne l'est pas assez. Je pense que ça aurait mérité une meilleure écriture là-dessus. Et justement qu'il nous parle un petit peu plus du regard qu'il a sur le monde, ou qu'il se laisse aller dans un onirisme. Et c'est dommage parce que le film est onirique, mais parfois pas assez. Il devrait se lâcher vraiment dans la contemplation, dans l'onirisme. Et parfois c'est encore trop intimiste, trop cinéma français pour le coup. Voilà, c'est le petit bémol, parce que même en acceptant que le film est bien, même là-dedans, il y a quand même des choses qu'il réussit pas à faire ou qui sont pas totalement assumées. Écoutez, je vais arrêter là. Grosse vidéo, je me suis barré en couille totale. Putain, il est 2h43 du mat. Je vous remercie si vous êtes restés jusqu'au bout. Merci encore à tous pour vos commentaires et tout. Je sais pas si vous irez voir ce film. En tout cas, ça nous a donné l'occasion de parler de plein de choses. Prenez soin de vous. Et puis, kiffez le cinéma, kiffez la vie. Et à très bientôt sur Nuke TV. Bisous!